Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Monsieur Sagado Nakanabo, enseignant à la retraite, secrétaire exécutif du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption. Bonsoir, Monsieur Nakanabo. Bonsoir, Monsieur Drago. Et merci de votre disponibilité. Merci. Monsieur Nakanabo, votre parcours scolaire et universitaire pour commencer. Un parcours qui va vous conduire de l'école primaire de Ingane, c'est dans le Lorum, au CEG de Wayugia, l'école normale de Ouagadougou ensuite, avant des études universitaires à Niamey, au Niger. Alors racontez-nous d'abord, pour commencer, M. Nakanabo, ce parcours-là, depuis les tréfonds du Lorum jusqu'à la capitale nigérienne. Merci, M. Drago, de donner l'occasion de parler de ce que je suis, et ce qui n'est pas toujours facile. C'est vrai, je suis rentré à l'école primaire publique de Ingane, qui n'est pas mon village natal, parce que mon village, c'est Bégentigé. Okay. Et j'ai dû faire l'école dans un autre village, parce que dans mon village, il n'y avait pas d'école. Nous étions 60, qu'on a recrutés au CP1. C'était en 1960. Et je suis allé donc jusqu'au CM2 là-bas. J'ai fait le certificat en 66 et je n'ai pas eu l'entrée en 6e. J'ai dû donc redoubler et pour avoir l'entrée en 6e, ce qui m'a permis donc d'être au CEG de Wayugia en 68. C'est là-bas que j'ai fait de la 6e à la 3e. Et puis, bon, j'ai eu le BPC et l'entrée en seconde. Et l'entrée en seconde à l'école normale d'instituteur de Ouagadougou, où je suis rentré en 72-73. Et puis, bon... Est-ce que c'était un choix d'aller à l'école normale de Ouagadougou? Tout à fait, c'était un choix parce que moi, je voulais étudier à l'internat. Et je savais qu'à l'école normale, c'était l'internat. Et puis, c'était compétitif. Pour aller à l'école normale, il fallait d'abord être parmi les 3 premiers de sa classe, sinon on ne vous prend pas comme candidat. Et puis ensuite, en tout cas, les retours qu'on avait, c'est que c'est une école de qualité. Donc moi, je n'avais pas de possibilité, je n'aimais pas aller à l'externat. Donc j'ai préféré donc faire ce concours-là. Bon, en même temps que j'ai fait l'entrée en seconde, au cas où je ne suis pas admis à l'école normale, je vais aller dans un autre lycée. Ça, c'était donc mon second choix. Bon, j'ai eu les deux, donc je suis allé à l'école normale. L'école normale, ça vous destinait à l'enseignement? Oui. En principe, l'école normale était destinée pour former des instituteurs. Comme son nom l'indique, c'est une école normale. Mais nous, on ne savait pas beaucoup ce volet-là. C'est quand on arrive à l'école normale qu'on voit estampillé sur tous les livres école normale d'instituteurs et d'injustice. On était un peu... on n'était pas très... En tout cas, on était mécontents, parce que bon, on voulait faire des études supérieures. On était mécontents, ben bon. Ça fait qu'à l'école normale, il y avait un esprit contestataire qui était là. Et à la rigueur, on acceptait de faire des études supérieures pour devenir un professeur que de rester instituteur. Bon, mais il y avait une clause qui permettait de faire des études supérieures. Il fallait avoir le bac avec 11 de moyenne en terminale. Si vous avez eu 11 de moyenne en terminale, vous avez le droit... La possibilité de faire des études supérieures. Parlez-nous de façon générale des conditions d'enseignement à l'époque. Est-ce que l'école, parce que de ce que nous revient, en tout cas de ce que nos parents nous racontent, les conditions étaient bien meilleures qu'aujourd'hui? Oui, d'abord... on avait presque tout, parce que ce soit au CEG de Wayugia ou à l'école normale, quand vous êtes à l'internat, vous n'avez pas de souci de manger, de dormir, de couvert, tout vous est gracieusement offert. Et puis, même les soins de santé, vous ne payez pas d'ordre, vous ne savez pas ce que c'est que le coût d'un produit, tout est vraiment... Et ensuite, les effectifs dans les classes, bon, au CEG de Wayugia, on était 35 par classe. De la 6e jusqu'à la 3e, ça n'a pas
ça n'a pas varié. Il n'y a pas eu un moment où il y a eu des écarts d'effectifs. Par contre, à l'école normale, on était encore moins nombreux, 25. Et en première, c'est la première, c'est que j'ai eu à faire, on était 17. Donc c'était des conditions. C'était des conditions. De bonnes conditions pour étudier. Et puis il y avait le réfectoire, et puis il y avait tout. Bon. Les tenues scolaires avec les tenues de sortie. La belle époque. Oui, c'est vraiment bon. Voilà. Monsieur Nakanabo, vous poursuivez après le bac, vous réussissez à faire des études supérieures. Oui, tout vous à vous fait. retrouvez à Niamey, Ouais. au Niger. Pourquoi Niamey? Comment vous vous êtes retrouvé dans la capitale nigérienne? Alors, il y avait une sorte de dispositif qui permettait de canaliser les élèves, enfin, ceux qui sortaient de l'école normale vers Niamey. Et c'était une façon aussi de contrôler éventuellement ceux qui ne voudraient pas aller dans l'enseignement. Parce que même si on part à l'université, la clause d'être un enseignant, là, ça, c'est pas... C'est indiscutable. Ah non, ça, c'est pas révisé. Alors qu'il y a beaucoup qui passaient des concours d'ingénieurs, qui partaient ailleurs, et qui, bon, très souvent étaient poursuivis, hein, parce que je sais qu'on avait un directeur qui était très, très pointueux, qui partait à l'aéroport tout le temps pour contrôler, pour voir s'il n'y a pas des élèves de l'école, des gens qui sont en train de s'évader. Alors qu'à l'Unatel, c'était plein d'anciens de l'école normale qui ont fait le concours pour devenir des ingénieurs télécoms. Et à l'Unatel, nous avons pratiquement 9 sur 10 des agents qui étaient là-bas en ce moment, c'était nous. C'était issus de l'école normale. Certains même partaient prendre l'avion à Bamako, à Abidjan, pour échapper au contrôle de M. Tamini, qui était très, très scrupuleux. Bon, évidemment, mais il y a d'autres qui, après avoir fait, par exemple, à Niamey, quand vous êtes là-bas, il ne peut pas vous contrôler. Il ne peut pas savoir qu'à partir de... Vous n'avez pas été tenté? Si, j'ai été tenté et j'ai fait, en deuxième année, j'ai fait un concours pour aller à l'EIE, mais qui était réservé, enfin, qui était conditionné par le succès en deuxième année d'avoir le diplôme universitaire, le DUES, diplôme que je n'avais pas eu l'année en question, donc je n'ai pas pu aller à l'EIE. Mais sinon, bon, peut-être que je serais devenu un ingénieur du génie rural. Alors, donc, finalement, après, bien sûr, les études à Niamey, vous rentrez dans la vie professionnelle. Nous sommes en 1980. Oui. Professeur de CEG. Mais ça, j'ai d'abord dû, parce qu'à Niamey, nous avons mené des grèves assez dures en 1979. Et ça a mis fin à mes études universitaires parce que nous avons été déclarés persona non grata par le régime de Séni Kounté. On était un certain nombre, on ne devait plus repartir là-bas. Alors que moi, j'avais déjà, pour n'avoir pas réussi à ma deuxième année, j'avais déjà perdu le bénéfice de ma bourse. Donc, c'était difficile. C'était devenu compliqué. C'était compliqué. Donc, je suis revenu à l'université de Ouagadougou pour une inscription en filière enseignement. Et je me suis inscrit en 79, en octobre 79. J'ai pu avoir une inscription, contrairement à certaines personnes, parce que tous ceux qui avaient été exclus des universités de Niamey et de Ouaga, parce qu'il y avait aussi l'exclusion à Ouaga. Pour faire des grèves et autres. Pour faire des grèves, on était surveillés. D'ailleurs, j'ai aussi réussi à un concours pour être ingénieur radio, des bourses qui étaient offertes par la République fédérale d'Allemagne. Mais on a vérifié que tous les 20 admis au concours, c'était des grévistes, soit de Niamey, soit de Ouaga. Et le gouvernement de la Troisième République a demandé à changer la liste des admis. Ce qui nous est revenu, c'est que l'Allemagne n'a pas accepté qu'on puisse faire un concours et puis on change les admis par la suite. Ça, c'est des correcteurs, des gens qui sont dans les circuits de recrutement qui nous font savoir que, bon, malheureusement pour vous, en tout cas, vous ne pourrez pas aller faire des études d'ingénieur radio. Donc, bon, il faut que vous cherchiez d'autres solutions. Donc, j'ai dû... Vous n'étiez pas sage?
Sage. Vous étiez un élève plutôt... Je ne pense pas que j'étais sage, parce que j'avais plutôt tendance à la révolte quand je vois quelque chose que je trouve anormal. Injuste. Voilà, je n'aime pas l'injustice. En tout cas, ça, c'est vrai. Mais comme aussi j'étais jeune et puis peut-être un peu turbulent, il y a d'ailleurs un ancien, le directeur, M. Tamini, paix à son âme, il est décédé à 1 an, qui a ouvert un établissement à Tanguy qui s'appelle Benisso. Et j'ai été là-bas en tant qu'examinateur pour un candidat au CAPES. Et lorsqu'il m'a vu, il était très content. Et il m'a demandé de repartir. D'abord, il m'avait demandé si le professeur était bon. Je lui ai dit, mais bon, il sait. Parce qu'il a été mon directeur à l'école normale. Il a été ensuite mon collègue à l'inspection, parce qu'il était inspecteur d'histoire géo. J'ai dit, mais monsieur, vous connaissez les clauses de l'examen, il y a le secret, on ne peut pas communiquer les résultats du candidat du nom, mais qu'entre le professeur et puis son ancien élève. J'ai dit encore plus, parce que bon... Vous appliquez bien les leçons. J'ai dit non, je ne peux pas lui communiquer ce que... Je vais faire un rapport et il recevra donc... Le professeur seul recevra le rapport. S'il a envie de savoir le contenu du rapport, il faudrait donc qu'il rentre en négociation avec lui parce que c'est confidentiel. Donc il m'a dit que lui, il pensait que j'étais un bandit. Mais après, il a compris que non, que ce n'était pas du banditisme, c'était des convictions. C'était des trucs de jeunesse, et puis bon. Et il a dit qu'il m'avait même fait demander une lettre d'explication et qu'il va me la remettre. Parce qu'il comprend très bien pourquoi on était révolté contre le système de nous obliger à devenir des instituteurs. Ouais. Monsieur Nakanabo, comme je l'ai dit, donc finalement en 80, professeur de CEG en maths physique, chimie, un métier donc qui vous mène de Kaya à Bobo Dioulasso, Dori ensuite et puis Ouagadougou. Finalement donc on peut dire que c'était un choix par défaut, l'enseignement. C'était pas votre rêve, c'était pas votre vocation. Bon, je n'avais, tout jeune comme ça, je n'avais pas vocation pour un métier particulier. Mais je pensais que je devais avoir un boulot qui correspond à ce que je sais faire. Mais bon, quand j'ai fait l'essai des concours d'ingénieur que je n'ai pas eu, ou que j'ai eu et puis qu'on m'a rayé, bon, j'ai dit, mais pourquoi pas que je vais essayer de faire l'enseignement, parce que bon, j'avais aussi des instituteurs que j'avais admirés quand j'étais à Ingane, Monsieur Moïse Drago, Monsieur Amidou Edrago. Amidou Edrago, lui, il est encore vivant. Et, bon, donc, si jamais il écoute l'émission, il va certainement... Bon, c'était des gens que j'ai admirés. Il a inspiré son élève. Oui, donc j'ai dit, bon, alors pourquoi pas. Et puis j'ai tenté de m'inscrire à l'IMP. Et puis on m'a accepté. D'autres n'ont pas été acceptés. Bon. Et puis voilà. Et l'appétit est venu en mangeant? Et quand j'ai commencé à enseigner, vraiment, ça... Je ne peux pas vous dire combien j'ai eu plaisir lorsque j'ai eu les premiers contacts avec les élèves à Kaya lors de mon stage probatoire. Ah, j'ai dit, mais si je ratais ce métier-là, c'est pas la peine, quoi. Finalement, c'était une vocation. Ah oui. Vous étiez fait pour ça. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas ce jour, quand je rencontre un de mes élèves que des fois je ne le connais pas, qui me dit « Ah, vous avez fait telle chose, etc. » Je dis « Mais voilà, c'est le métier qu'il me fallait. » C'est le meilleur salaire. Ouais. Monsieur Nakanabo, on va parler de votre engagement. Vous l'avez dit, donc, des grèves qui vous ont valu d'être déclaré persona non grata au Niger. Militant de l'AESO, l'association des scolaires de Ouagadougou, ensuite de l'Union générale des étudiants voltaïques, le MBDHP, la FSINTER, la CGTB. D'abord, quel est le fondement de cet engagement? Et comme je disais, je ne sais pas si c'est pour mes origines paysannes, je n'aimais pas du tout l'injustice.
j'étais très, très sensible à l'injustice. Et aussi, ça faisait que j'avais tendance à être révolté. Donc, bon, quand je voyais quelque chose que je trouvais anormal, je me souviens d'ailleurs qu'avec un de mes copains, quand on était à l'école normale, on a vu à côté de l'école normale la cour d'un expatrié où c'était... Il y avait un sens, il y avait un portail où c'était interdit d'entrer. Et une nuit, on s'est entendu, à nous deux, on a décidé d'aller démonter le portail. Là. On dit, mais c'est pas possible qu'un blanc vienne de son pays et il vient avoir une grande cour comme ça, à côté du Sévérès. Derrière les hier, là, c'était une cour de rêve. Auquel vous n'aviez pas accès. Ah, bien sûr, et puis il met un chien méchant avec accès interdit. Donc, une nuit, on s'est caché, on s'est échappé de l'étude du soir, autour de 19h30. On est parti, on a démonté le portail pour déposer dans le fossé. Vous êtes un rouge? Bon, rouge, je ne sais pas ce que ça voudrait dire. Mais en tout cas, si c'est... Est-ce que vous dormiez avec le manifeste du Parti communiste? En tout cas, je l'ai lu. J'ai lu beaucoup de... Quand j'étais à Niamey, puis à Ouaga, j'ai lu... Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. J'ai lu la littérature révolutionnaire, Karl Marx, Lénine, Engels, Anvers. J'ai lu, moi aussi, j'ai lu beaucoup de cette littérature-là, parce que ça me passionnait. Et la philosophie marxiste-léniniste, je trouvais ça comme extraordinaire pour expliquer la société humaine et comprendre comment canaliser mes énergies pour travailler à la transformation donc d'une société en une société de justice. Est-ce que ce n'est pas un rêve? Est-ce que ce n'est pas une utopie? Ce que, en tout cas, toutes ces grandes théories-là projettent. Aujourd'hui, quand on écoute, on parle de la lutte des classes, l'avènement d'une société égalitaire. Est-ce que tout cela ne relève pas de l'utopie? Un rêve inaccessible? Bon, en tout cas, c'est peut-être un rêve, mais en tout cas, ça correspond à ce que ma personnalité était. Et je préfère faire ce rêve-là que de subir de façon, j'allais dire, impuissante, une société d'injustice. Donc, je préfère rêver et travailler à ce que ce rêve-là se réalise que de rester là à me morfondre. Parce que d'ailleurs, peut-être que j'aurais été malheureux si je ne menais pas tous ces combats-là contre ces injustices ou ces inégalités que je voyais là. Peut-être que je n'aurais pas eu une raison d'exister si je ne faisais pas cela. Monsieur Nakanabo, aujourd'hui, vous avez toujours de bonnes raisons d'exister. Tout à fait. Vous êtes devenu le visage de la lutte anticorruption au Burkina Faso, secrétaire exécutif du RENLAC, reconduit récemment pour un deuxième mandat. Le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, que beaucoup ne connaissent qu'à travers la publication du rapport annuel. Au-delà de ce rapport, que fait le RENLAC, M. Nakanabo? Alors, au-delà du rapport, le RENLAC a des activités, j'allais dire traditionnelles, et aussi des activités qui peuvent être temporaires. Traditionnellement, chaque année, on fait des journées de refus de la corruption. Au mois de décembre, autour de la journée du 9 décembre, journée internationale de la lutte contre la corruption, nous, on fait des journées nationales de refus de la corruption. On mène beaucoup d'activités pour montrer au public d'abord l'état de la lutte contre la corruption. Et puis, bon, ce que nous faisons aussi, nous profitons donc de faire beaucoup de sensibilisation et de communication. Nous éditons une bande dessinée pour les jeunes, une bande dessinée qui est dénommée Kouka, laquelle bande dessinée d'ailleurs a été assortie d'un téléfilm 26 épisodes de 26 minutes que nous avons diffusés et même sur la télévision nationale. Nous décernons aussi ce que nous appelons les PELAC, le prix de la lutte anticorruption pour les journalistes. Et nous faisons cela chaque année. Et nous avons, depuis déjà 2 ans, ouvert un centre de formation et de recherche en matière de lutte contre la corruption dénommé CEFRAC.
Et nous avons aussi créé un centre de documentation spécialisé dans la corruption. Nous avons un demi-millier de bouquins consacrés à la corruption. À la question de la corruption. À la question de la corruption. Et bien sûr, nous menons d'autres activités, notamment on a des dossiers en justice. En 2021, nous avons suivi 34 dossiers judiciaires parce que depuis que nous avons réussi en collaboration avec d'autres à faire adopter la loi anticorruption en 2015 sous le CNT, cette loi-là nous a ouvert les portes pour rester en justice et nous constituer partie civile lorsqu'il s'agit de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Et de ce fait, depuis là, au début c'était un peu timide en 2016-2017, mais là vous avez du pain sur la planche. Actuellement on est débordé par... Et malheureusement le phénomène est là, et même qu'il n'y a pas de signe d'affaiblissement. La preuve, c'est que chaque année le rapport sur l'état de la corruption que vous publiez est assez interpellateur. Un rapport aussi qui est souvent au cœur des débats, parce que les gens se demandent est-ce que vraiment les méthodes que vous utilisez sont des méthodes qui permettent de parvenir à des résultats efficaces, fiables à 100%. Expliquez-nous comment ça se fait. Comment vous arrivez à dire que c'est la police qui est devant, que c'est la douane, ainsi de suite. Comment ça se fait, M. Nakanabo? Oui. Alors, le rapport, bien sûr, comme tout rapport de ce genre, qui est basé sur un sondage. Le sondage se fait chaque année dans la première quinzaine du mois de novembre. Concernant, par exemple, l'année N, on fait le sondage presque à la fin de l'année pour être sûr que les personnes qui seront enquêtées auront de quoi dire sur l'année en cours. Alors, c'est des méthodes statistiques que nous utilisons, donc avec des professionnels de la statistique, et nous nous fondons sur la configuration de la population, issue du recensement général de la population et de l'habitat. Nous faisons des quotas. Un échantillon. Un échantillon constitué de quotas, et cet échantillon-là est une photographie représentative de la population du Burkina Faso. Par exemple, vous savez qu'au Burkina Faso, il y a à peu près 52% de femmes, 48% d'hommes. On essaiera donc dans le rapport de respecter cette représentation-là. On essaiera de représenter la représentation de la jeunesse par rapport aux gens d'un certain âge. Et une ville, on fait dans les chefs-lieux de région, plus la ville de Pouitenga, qui n'est pas un chef-lieu de région, mais qui a les caractéristiques statistiques d'un chef-lieu. Voilà. C'était d'ailleurs l'une des communes, en tout cas, qui avait été érigée directement en commune urbaine, sans être chef-lieu de province. Aussi bien en population que le flux économique. Les recettes. Voilà, parce que là, vous savez que la corruption, ça se fait là où il y a de l'argent, et ça ne se fait pas là où l'argent ne circule pas. Donc, sur cette base-là, on fait un échantillon et on met des enquêteurs. Maintenant, depuis 3 ans, on a abandonné les fiches qui se remplissaient manuellement pour des fiches numériques. Électroniques. Voilà. Donc parce que ça nous permet d'abord de suivre les enquêteurs à partir d'un quartier général établi à notre siège. Si un enquêteur sort à Pouitenga, par exemple, pour mener son enquête, grâce au GPS, nous pouvons savoir où il est et s'il respecte les consignes qui sont établies pour interroger les personnes qui vont se prêter donc à ce questionnaire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est mesuré, c'est la perception. Ce n'est pas un constat, on n'est pas allé constater combien d'actes de corruption, par exemple, il y a dans tel domaine, mais c'est plutôt ce que les gens... Le sondage, parce que le rapport a 2 volets. Il y a le volet, première partie, qui fait l'état du sondage, qui relate ce que les enquêtés pensent, mais dans la deuxième partie, on essaie de documenter tous les actes de corruption qui ont été traités au cours de l'année.
soit par les services de contrôle comme la SE, la Cour des comptes, la CENTIF, ou bien on essaie aussi de voir les actes de corruption qui ont été poursuivis par l'Assemblée générale et nationale, le ministère de la Justice et les différents autres ministères, les inspections techniques des services. On essaie de faire un point, un point de l'ensemble des dossiers de corruption pendant toute l'année. Et dans ce deuxième volet-là, évidemment, la grande corruption est analysée, sinon bien documentée. Mais comme les gens, c'est le classement des services qui semble prendre le pas. Buzz. Voilà. Alors que ce classement-là ne fait même pas, ça ne fait même pas 1/10 du rapport. Du rapport. Voilà. Alors, M. Nakanabo, on a l'impression également que dans ce combat contre la corruption, on accuse bien sûr les corrompus de tous les maux de la terre, on oublie les corrupteurs. C'est l'impression également qu'on a. Oui, ça c'est... Vous savez, la corruption en tant que phénomène complexe, des fois, ce n'est pas évident que celui qu'on croit être le corrupteur est réellement le corrupteur. Puisque dans le rapport, on a un questionnaire où on essaie de documenter ce volet-là pour essayer de voir qui a été à l'initiative de l'acte de corruption, puisque c'est lui le corrupteur. Mais très souvent, lorsque le policier arrête quelqu'un et que la personne lui donne l'argent, on penserait tout de suite que c'est lui qui est l'initiateur de l'acte. Mais dans la réalité, non. Parce que lui, il a vu que d'autres personnes donnaient de l'argent et partaient, ou bien que le policier, par ses manières de faire, l'incite à donner de l'argent plutôt qu'à repartir pour aller payer la contravention. Donc, il fait comme ce que les autres ont fait. Souvent, c'est lui aussi qui tente le policier. Est-ce que c'est lui qui tente le policier? Parce que dès lors qu'il y a un policier qui nous a dit qu'une fois que les policiers même sont sur la route, il y a des gens qui viennent comme ça, vous ne les avez même pas sifflés, et puis ils viennent, ils vous donnent de l'argent. Parce que si le policier n'est pas sur la route, je pense qu'il n'aura pas l'argent. Et un directeur de la Sûreté nationale nous a dit que vraiment le problème de la corruption des agents de police, la solution, c'est que les agents ne soient pas en contact avec les populations. Parce que ce contact-là est presque fatal, parce qu'il y a des gens qui fonctionnent par réflexe. Ils vont essayer de donner l'argent pour avoir ce qu'ils veulent. Donc, à titre personnel, M. Nakanabo, est-ce que vous avez déjà été tenté de donner quelque chose à un policier, à un gendarme, ou en tout cas quelque part pour faciliter un dossier, ou pour pouvoir continuer votre chemin? Bon, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça, mais il m'est arrivé, lorsque les policiers prennent mes documents, d'user d'une autre relation pour ne pas aller payer l'infraction. Mais, en tout cas, j'ai des souvenirs où j'ai payé, normalement comme il fallait. Et aussi, j'ai des souvenirs où j'ai laissé mes documents et quand je suis allé pour payer, finalement, je n'ai pas payé. On m'a dit que c'est bon. Allez-y. On m'a dit que c'est bon. Voilà. Et il arrive souvent même que, bon, je commette une infraction. La dernière fois, je me souviens que j'ai eu un appel téléphonique qui m'a surpris. Et quand j'ai pris mon téléphone, bon, c'était devant un policier qui m'a dit « Ah, papa, vous savez bien qu'on ne doit pas faire ça ?» J'ai dit « Oui ». Mais il m'a dit de partir. Il m'a pas demandé quelque chose et je ne lui en ai pas donné. Mais vous ne devez pas accepter, vous devez payer et puis partir. Non, il ne m'a pas dit que je devais payer quelque chose. Monsieur Nakanabo, oui. on va poursuivre avec les conséquences de la corruption qui sont connues. Oui. Mais ce qu'on ne savait pas, peut-être, c'est que c'est cette corruption qui entretenait aussi le phénomène aujourd'hui qui met à mal l'intégrité et bien sûr qui menace l'avenir du Burkina Faso. Je vais parler du terrorisme. On a vu le scandale du carburant qui a été donc révélé. Aujourd'hui, est-ce que
on a une idée véritablement de ce que cette corruption-là crée comme problème pour l'existence même du Burkina Faso. Une idée peut-être, mais pas avec précision. Et c'est ça la complexité du phénomène de la corruption, parce que nous aimons à dire que la corruption aime l'obscurité. Ça se fait très souvent dans le noir. Et nous avons donc constaté qu'en tout cas, si les policiers ou les douaniers, d'une façon générale, les forces de sécurité intérieure, qui sont régulièrement classés parmi les 5 services les plus corrompus depuis 2016 jusqu'à 2020, si ces policiers-là peuvent accepter de prendre de l'argent pour ne pas faire leur travail, il est évident que ça va favoriser les terroristes, ça va favoriser l'insécurité, ça peut même favoriser la circulation des armes et le déplacement de ce qu'on appelle généralement des hommes armés non identifiés. Voilà. Puisque même si le contrôle d'identité, on peut payer pour passer sans être identifié, bon, mais avec précision, on ne peut pas dire que... Mais ce qui a surtout choqué beaucoup de Burkinabés, oui, c'est que ceux qui le font ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas quelle est la conséquence. Parce que quand voilà des milliers de litres de carburant, oui, par exemple, passent pour aller dans des zones connues pour être des zones d'insécurité, oui, oui, et que quelqu'un qui devait faire son travail prend de l'argent, oui, et laisse passer ce carburant, oui, tout en sachant bien qu'il, oui, va aller alimenter, oui, des groupes terroristes. C'est ça surtout qui a choqué les Burkinabés. Tout à fait, et avec juste raison, parce qu'en réalité, le carburant, on sait ça, parce qu'on a documenté. C'est en 2019, lorsque nous avons eu une dénonciation sur la fraude du carburant, nous avons mis vos collègues d'investigation sur le dossier et ils nous ont permis, à Puitenga, à Fada, à Tenkodougou, à Koupela, où ils sont allés investiguer, d'avoir les ramifications. Et c'est sur cette base-là que nous avons saisi la SELC qui a donc été à l'origine de l'opération judiciaire qui est en cours. Mais il faut aller au-delà de cela. Parce que quand celui qui prend l'argent ferme les yeux sur la marchandise, il ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il y a dans cette marchandise-là. Ça peut être de la drogue, mais ça peut être aussi des armes. Ce n'est pas forcément que c'est du carburant seulement. Et l'inconvénient, c'est que quand il ferme les yeux comme ça, il ne voit qu'une seule chose, c'est ce que lui, il gagne. Et le reste, il ne sait pas que ce qu'il gagne même peut être compromis par ce qu'il a laissé passer. Bon. Parce qu'il peut être la victime ensuite. Tout à fait. Tout à fait. On a cette opération d'audit qui a été lancée par la transition. Oui. Des audits donc appuyés par des experts comptables. L'objectif étant de mener une sorte d'opération main propre, en tout cas à une grande échelle. D'abord, comment vous appréciez l'initiative qui est en cours? Nous avons salué cette initiative-là. D'abord parce que avant que l'opération ne soit lancée, nous avions déjà demandé cela. Le 17 février, vous savez, il y avait une commission technique de rédaction des textes de la transition qui nous a rencontrés et qui nous a demandé quelles étaient les propositions que nous faisions pour que la transition se passe bien. Et une de nos propositions, c'était qu'il faut auditer tous les services publics, y compris les ministères de la Défense et de la Sécurité, tous les services publics. Y compris l'armée? Y compris l'armée, et surtout l'armée, parce que vous savez qu'il y a cette histoire des hélicoptères qui défrayaient la chronique, et jusqu'à présent, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce marché des hélicoptères pour que finalement, on se retrouve à dépenser, parce que le président de l'Assemblée avait dit qu'ils ont dépensé plus de 725 milliards pour équiper les services de défense. Mais quand on regarde les plaintes de ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les militaires, les VDP et tous les auxiliaires de défense, on ne sait pas
si vraiment c'est 725 Il milliards... parle d'insuffisance, mais aussi de mauvaise qualité souvent. De mauvaise qualité. Il y a même, une fois que il nous est revenu que les gilets pare-balles qu'on a remis à certains étaient des gilets pour parer les balles des pistolets, mais pas pour parer les balles des calaches. On se demande comment on peut envoyer sur le théâtre d'opération quelqu'un avec un gilet pare-balles qui ne va pas parer les balles. Donc tout ça montre que dans le circuit de la défense, là, il y a forcément la corruption et c'est mortel. Non seulement pour ceux qui agissent, certainement pas ceux qui donnent les marchés, parce qu'eux, ils ne vont pas sur le théâtre des opérations, mais c'est mortel pour nos soldats, c'est mortel pour les populations. Et pour le pays. Mais c'est compromettant même pour l'existence de notre pays aujourd'hui. Quand on regarde toutes les cartes, même les plus optimistes, ce qui reste du Burkina libre est très mince aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que l'opération est en cours, est-ce que vous avez des retours concernant la mise en œuvre? Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont les choses se font au niveau du RENLAC? Oui. Bon, d'abord, lorsque le nouveau contrôleur général d'État nous a approchés pour demander notre collaboration, nous avons dit nous sommes partants parce que d'abord, on l'avait demandé avant même que l'autorité ne lance les opérations. Donc, au moment où l'autorité lance l'opération, on ne va pas se rebiffer. Et nous avons prêté notre téléphone vert à l'opération audit. Le téléphone vert du RENLAC, si je peux me permettre de donner son numéro. Pas de problème. Le 80 00 11 22 est paru dans le communiqué de l'ASE-LC comme lieu de réception des dénonciations et des plaintes de tous ceux qui ont quelque chose à dire sur l'administration publique. Donc notre agent qui est chargé de gérer ce téléphone vert-là peut être considéré comme quelqu'un qui est impliqué dans les audits. Et bien sûr, nous nous sommes engagés à récolter à notre siège et dans nos démembrements dans les régions toutes les plaintes qui viennent dans le cadre de cet audit-là et de les centraliser vers l'autorité supérieure. Est-ce que ce n'est pas un travail trop fastidieux pour une transition? C'est ce que certains également pensent. Parler des provinces, toutes les plaintes, les recueillir, tout cela va prendre beaucoup de temps. Parce qu'après avoir recueilli les plaintes, il faut ensuite certainement enquêter. Oui, puis... mais est-ce qu'on peut économiser cela? C'est-à-dire que si on veut avoir l'état des lieux de tout ce qui nous arrive aujourd'hui, l'audit est l'un des meilleurs moyens, puisque l'audit consiste à examiner minutieusement le fonctionnement et la gestion d'un service. Donc, si on admet que la corruption a gangréné tous les services, y compris les services de défense et de sécurité, l'Assemblée, le gouvernement, toutes les directions, les hôpitaux, les écoles, il faut donc auditer. Et même si, en tout cas, si les audits sont bien faits, si on arrivait à faire que cela, c'est mieux que de chercher à courir, j'allais dire, à faire des fuites en avant vers d'autres horizons. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une chasse aux sorcières? Ça également, on l'entend. Certains estiment qu'aujourd'hui... Certains même on dit que l'ASE n'a pas... Enfin, n'est pas qualifié pour contrôler l'Assemblée nationale, par exemple. Mais nous avons cherché et nous avons demandé à ceux qui disent cela, quelle est la disposition légale qui interdit l'ASE de contrôler l'Assemblée nationale. Personne ne nous a produit cela. Certains ont évoqué la séparation des pouvoirs, mais la séparation des pouvoirs ne peut pas être un motif pour empêcher un pouvoir de contrôler l'autre. La preuve, c'est que l'Assemblée nationale contrôle l'exécutif. La preuve, c'est qu'il y a des structures de contrôle du judiciaire. Donc, il n'y a pas de raison. Quelqu'un même a évoqué le fait qu'ils n'ont jamais vu, depuis 1960, un contrôle de l'Assemblée nationale. Je dis, mais c'est une raison de plus. Pour contrôler. Pour contrôler, parce que là où il n'y a pas de contrôle, la confiance sera fondée sur quoi?
Et là où il n'y a pas de contrôle, il faut s'attendre forcément à ce qu'il y ait des dérives. Monsieur Nakanabo, il y a la question de la justice. Il faut contrôler, il faut auditer, il faut enquêter et finalement, il faut bien que la justice soit rendue. Mais là également, on a quand même beaucoup d'insatisfaction. Parce que le temps de la justice, malheureusement, n'est pas le temps du citoyen, n'est pas le temps de l'opinion. Oui. Si bien qu'on a beaucoup de dossiers emblématiques sur lesquels beaucoup étaient convaincus de la culpabilité de ceux qui sont poursuivis, avec des preuves qui semblent en tout cas assez claires. Mais les dossiers, est-ce que vous avez le même sentiment au niveau de l'ENLAC? Non seulement nous avons le même sentiment, mais nous l'avons crié haut et fort. Nous avons particulièrement, après le dossier du magistrat Narcisse Sawadogo, qui a reconnu sa faute en première instance, qui a été condamné en première instance, pour s'entendre dire en appel que l'infraction n'est même pas constituée. On a aussi en mémoire l'histoire de ces 34 magistrats ou OPJ qui ont été épinglés par comment vous appelez cela, au niveau interne du CSM, ils ont fait... Le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, ils ont fait un conseil de discipline qui a travaillé jusqu'au bout, qui a même pris des mesures, mais qui ont été annulées par la suite. Mais ils disent que c'est parce qu'il y a eu vice de forme que cela ne remet pas en cause le bien fondé des actes incriminés. On a l'impression que les juges aussi se protègent. Ils se couvrent. Donc, il y a la corruption dans l'appareil judiciaire. Ça fait que, effectivement, on n'est pas étonné que certains dossiers soient mal jugés, mais il y a aussi des magistrats intègres qui se battent corps et âme pour que justice soit faite. Et nous comptons justement sur ces magistrats-là pour que lorsque des dossiers, et notamment ceux qui sont dans les pôles ECOFI, et qui ne demandent qu'à juger les crimes économiques de ce genre, pour que lumière soit faite sur ce que les audits vont pouvoir révéler, déceler comme dysfonctionnement. Monsieur Nakanabo, cette semaine, il y a eu le rapport, un constat de la SCE. La SCE, elle sait, dans l'administration publique, 17 ministères où l'institution a envoyé donc ses équipes pour vérifier la présence effective des agents. Le rapport est assez inquiétant et préoccupant. 86% de retard des agents qui sont venus, beaucoup n'étaient pas là, si bien que la SCE a formulé des recommandations, estimant que pour l'heure, il faut prendre des mesures parce que l'administration publique ne fonctionne pas bien. Les agents, de façon générale, pour ce qui ressort de ce constat-là, ne sont pas à leur poste à l'heure. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous surprend ou bien c'est quelque chose au niveau de l'ENLAC que vous aviez déjà constaté et quelle pourrait être la solution? Oui, cela ne nous surprend pas parce que nous avons même documenté une forme de corruption qu'on appelle la corruption silencieuse. C'est un agent qui donne tous les signes extérieurs qu'il est présent à son poste. Il peut déposer son sac, son téléphone, mais il est en train de travailler ailleurs. Cela est très fréquent dans l'éducation et dans la santé où les gens font des vacations ailleurs. Donc, nous ne sommes pas étonnés de ce taux-là, mais pour la période incriminée, nous sommes encore moins étonnés parce que ça correspond à une période où dans l'administration même les gens ne travaillaient pas. Il n'y avait même pas de travail. Juste après le coup d'État. Juste après le coup d'État, tout était en hibernation. Donc peut-être que ce n'était même pas le moment idéal pour contrôler les présences. Parce que quand le fonctionnaire va à son poste une fois, deux fois, trois fois, il se tourne les pouces du matin au soir et on dit qu'il faut attendre que les choses soient débloquées. Bon. Les responsabilités sont partagées. Voilà. Mais cela n'explique pas tout. Hein. Même en période normale, les gens, soit par dépit, parce que certains ils sont frustrés. Ils sont frustrés de voir que le travail ne paye pas. Ce n'est pas ceux qui travaillent qui sont récompensés. Le travail bien fait même est devenu comme un délit. C'est ceux qui ne travaillent pas bien qui sont promus, qui sont décorés, qui sont nommés. Est-ce que ce n'est pas une conclusion trop hâtive
que de dire que quelqu'un qui n'est pas à son poste, par exemple, n'est pas efficace ou ne travaille pas. J'ai essayé quand même de lire le rapport. Je pense que le rapport, ils sont réalistes. Ils connaissent bien le phénomène. Et la ponctualité n'est pas un critère important pour vérifier la productivité d'un cadre supérieur. Parce qu'il y a des gens qui viennent au service avant l'heure, qui partent après l'heure, mais c'est juste pour bénéficier soit de la clim, soit de la connexion. Mais ils ne font rien du tout concernant leurs attributions. Donc, il ne faut pas aussi écarter... Tirer des conclusions voilà, trop hâtives. Il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. Donc, mais quand on lit leurs recommandations, les propositions qu'ils font, qu'il faut tenir compte des agents de première ligne, ceux qui doivent recevoir les contribuables, par exemple, un infirmier qui doit recevoir les malades. Si on dit que les malades doivent être reçus à 7 heures, il faut que l'infirmier soit là à 7 heures. Voilà. Monsieur Nakanabo, l'un des grands engagements également de la transition du président d'Amiba et du MPSR, c'est bien sûr la refondation politique. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des alliances qui se nouent. Oui. On sent que des choses se trament, des fusions peut-être à venir, donc une recomposition peut-être de l'échiquier politique. Mais cette refondation va certainement aller au-delà de ça, parce que certains estiment que ce qui crée le problème sur l'échiquier politique, c'est encore l'argent. Pour vous, comment aujourd'hui solutionner ce problème pour qu'on ait un échiquier politique vertueux au Burkina Faso? Merci, c'est très grave, parce que ce n'est pas un fait du hasard, ça a été voulu. On a cultivé la prééminence de l'argent dans le champ politique pour corrompre le paysage politique. Et nous avons fait une étude de la corruption électorale en 2020 et nous avons abouti à la conclusion que tant qu'on ne va pas revoir la position de l'argent dans le système partisan, le système donc politique, le système de gouvernance, on ne peut pas du tout avoir une gouvernance vertueuse. Vous savez qu'avant la 4e République, on savait ce qu'un député gagnait par jour de session. C'était 3 000 francs. C'est vrai qu'il y a eu l'inflation, mais passer de 3 000 à 32 500, vous comprenez qu'il y a eu une volonté manifeste quelque part de rendre ludique la fonction politique. Et la fonction politique aujourd'hui, lorsque vous vous engagez en politique, on vous dit, vous aussi vous partez manger maintenant. C'est devenu synonyme d'aller chercher de l'argent. On ne peut pas chercher de l'argent et être vertueux. Donc dans la refondation là, tout ce qu'on fait comme recombinaison, ce n'est pas ça qui sera déterminant. Ce qui sera déterminant, c'est qu'on réduise au strict minimum la place de l'argent dans le jeu politique. Mais un peu partout, c'est comme ça. Aux États-Unis, ici, on n'a pas un gros budget, on ne peut pas être président. Oui, mais ici, est-ce qu'il faut par exemple plafonner au Burkina, ou bien c'est quoi exactement qu'il faut faire? Il faut revoir de fond en comble ce que gagnent les politiques par rapport à ce que gagnent tous les autres citoyens. Parce que si, en allant en politique, rapidement, je calcule que je peux gagner tout le reste de ma vie en 5 ans, à quoi bon me fouler la rate pour perdre mon temps à travailler, alors que si j'ai un mandat de député ou un mandat de ministre pendant quelques années, ma vie est gagnée par rapport à celui qui va rester un fonctionnaire intègre. Parce qu'on ne peut pas développer en même temps l'importance de cet argent-là sur les politiques et avoir des politiques intègres. L'argent, on peut dire que l'argent même est le destructeur de l'intégrité de nos citoyens. Parce que aujourd'hui, et ce n'est pas seulement en politique, hein, aujourd'hui, quand vous regardez même dans les familles, c'est celui qui a l'argent qui est le grand frère, c'est celui qui a l'argent, c'est sa parole qui compte. Même s'il est le petit frère, ou même s'il est le neveu, si c'est lui qui finance l'activité, c'est ce que lui il va dire qui va passer. Et en ce moment-là, vous comprenez bien que la probité n'a plus de place. N'a plus de droit de cité. N'a plus de droit de cité.
Monsieur Nakanabo, la hausse du prix du carburant, Oui. 100 francs. Oui. Voilà donc en tout cas une décision que le gouvernement explique bien sûr par la conjoncture internationale, la guerre en Ukraine, le prix du baril de pétrole qui flamme, le Burkina qui actualise, parce que c'était déjà le cas dans certains pays autour de nous, mais 100 francs d'un coup, beaucoup jugent cela excessif. Oui. Et surtout que les répercussions se font déjà sentir. Alors quelle est votre lecture de cette situation? J'ai été particulièrement étonné que le gouvernement semble être surpris de ce qui s'est passé, alors qu'il y a environ 2 semaines de cela, il y avait eu la rumeur sur la rupture de carburant, et le gouvernement a fait des communiqués de démenti pour dire qu'il n'en est absolument rien, on n'a pas un problème de carburant. Pour quelques jours après venir subitement, comme par surprise, c'est comme il y avait une volonté de surprendre les consommateurs, mais le coût est aussi énorme. C'est 100 francs sur une somme de moins de 1000 francs. L'impact est élevé, surtout que c'est dans le carburant, ça va se répercuter sur tout le reste du marché. Tous les autres prix vont flamber, même si le gouvernement actuellement accuse les transporteurs de faire du désordre ou bien de la cupidité. Cette augmentation de 100 francs-là, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'ils ont mesuré toutes les implications. Est-ce qu'ils avaient le choix, M. Nakanabo, c'est ça? Est-ce qu'ils avaient le choix? Est-ce qu'ils avaient le choix? Parce que la conjoncture est telle, le gouvernement explique que sur chaque litre, pratiquement, c'est près de 400 francs, si j'ai bien entendu. Ça, c'est pas tenable non plus, M. Nakanabo. C'est possible que ça ne soit pas tenable, mais si ce n'est pas tenable et qu'on prend à l'emporte-pièce une mesure qui va amener d'autres conséquences derrière lesquelles on va courir, je vais dire que c'est une mesure qui ne va pas résoudre le problème. Et ce serait dommage que les citoyens qui vont payer, parce que de toute façon, le prix va, celui qui a sa marchandise va répercuter le prix sur la marchandise, c'est le consommateur terminal qui va payer. Donc, le monsieur lambda, vous et moi, on va payer pour cela. Mais si on doit payer pour cela, bien sûr, sans compter que d'autres même vont en profiter pour rechercher le profit maximum, et ils vont aller au-delà de la répercussion, et bien sûr, ça va créer une inflation pas possible, et qui va amener donc un désordre peut-être économique qu'on n'a pas prévu. C'est vrai que c'est une situation difficile pour le Burkina, avec bien sûr l'inflation, une situation humanitaire qui n'est déjà pas reluisante, avec près de 2 millions de personnes déplacées à cause de l'insécurité. Oui. Alors aujourd'hui, la transition est en marche, tous les organes ou presque sont en place, avec des engagements qui avaient fait naître beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, quelle est la lecture que vous avez de cette marche de la transition? Est-ce que vous êtes de ceux qui s'impatientent ou est-ce que vous êtes de ceux qui estiment qu'aujourd'hui, il faut prendre le temps pour pouvoir avoir des résultats? Bon, s'impatienter n'est peut-être pas le mot, mais nous avons l'impression que la transition ne travaille pas là où il faut. Parce que la transition, la priorité de la transition, c'est l'insécurité. Insécurité, lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption, parce que, en tout cas, dès les premiers moments, nous avons dit qu'on ne peut pas lutter contre l'insécurité si on ne lutte pas contre la corruption. Mais lorsqu'on regarde le temps qui passe, les résultats semblent ne pas être à la hauteur des attentes. Parce que les gens ne se sont pas opposés à ce putsch-là, comme à celui de 2015, par exemple. Parce que les gens pensaient que comme c'est des militaires qui prennent le pouvoir, et comme le problème principal est un problème de sécurité, et surtout que c'est des militaires qui étaient connus pour être dans les arcanes de la lutte contre l'insécurité, on s'est dit, peut-être que ces gens-là vont sauver la situation. Mais depuis le 24 janvier jusqu'à aujourd'hui,
Mais la situation s'est vraiment empirée. Mais est-ce que c'est pas quand même, parce que l'insécurité, tout le monde sait qu'on ne peut pas venir à bout de ce phénomène-là du terrorisme en un claquement de doigts. Oui. Ça doit prendre le temps que ça doit prendre également. Mais on n'a même pas l'impression qu'il y a eu un changement de méthode. Parce que c'est toujours une embuscade, c'est toujours les gens qui attaquent nos positions. C'est comme si nous, on n'était pas capable de concevoir un plan de guerre qu'on va mettre en œuvre pour traquer les terroristes. On ne voit pas ça. Mais est-ce qu'il y a parce que, comme on le dit, cette guerre ne peut pas être gagnée que par les militaires. Est-ce que ce n'est pas l'erreur d'apprécier en pensant juste que c'est les militaires, alors que pour le moment, pour beaucoup d'observateurs, le sursaut patriotique que la situation commande n'est pas encore là. Et nous avons eu l'occasion aussi de dire que le sursaut patriotique ne peut être déclenché que par l'exemplarité de l'armée. Vous avez vu à Ayako que les gens sont allés brûler le quartier de la gendarmerie. C'est-à-dire le fossé, le déficit de confiance entre les forces de sécurité, aussi bien intérieures que chargées de la défense et des frontières. Ce fossé de confiance-là ne peut pas permettre aux gens de se mobiliser pour défendre. Et le fossé de confiance est d'autant plus avéré que lorsque les gens demandent les armes pour combattre, c'est comme il y a un refus de donner. Les VDP sur le terrain, il y en a qui ont abandonné et qui sont partis dans les sites aurifères parce qu'ils ont attendu en vain les armes pour combattre. Je vous ai dit que j'ai fait l'école à Ingane. À Ingane, lorsqu'on a demandé des volontaires pour défendre le village, il y a eu 302 ou 303 qui se sont inscrits et qui veulent chacun une arme. Mais le commandement a dit qu'on ne peut pas donner 300 armes dans un village. Mais c'est logique. Donner 300 armes, M. Nakanabo, est-ce que ce n'est pas également dangereux? Parce que on voit la lutte contre l'insécurité, mais après, remettre 300 armes à des civils, oui, ça peut aussi avoir ses conséquences fâcheuses. Donc, c'est possible. Mais ce qui est certain, c'est que quand les autres arrivent, je veux dire les terroristes, ils arrivent à 200, 300. Mais s'ils arrivent à 200, 300, et vous êtes 10, puisque c'est 10 qui a été retenu, mais il faut que vous vous cachez. Sinon, encore qu'ils arrivent avec des armes plus puissantes que celles que vous avez. Mais comment solutionner ce problème aujourd'hui pour que l'armée et le peuple fassent quoi? D'abord, je pense que c'est à l'armée de faire son ménage. Si l'armée veut que le peuple lui fasse confiance, il faut qu'ils fassent le ménage et qu'ils arrêtent certains comportements, comme les comportements qui les amènent à terroriser les simples populations. Et rien que ce matin, en disant les témoignages, des gens disent que au lieu d'aller sur le théâtre des opérations, les forces de défense de sécurité intérieure qui sont dans les villes passent tout leur temps à racketter et à rançonner les populations. Ce que nous dénonçons tout le temps, il faut que le militaire, le policier, le gendarme, le douanier, tous ceux qui portent ces tenues-là, il faut qu'ils incarnent l'exemplarité. Il faut que les populations là sentent que ce sont des gens qui sont là, qui se battent pour les protéger. Et ça, ce n'est pas les populations qui sont à l'initiative, c'est eux qui devraient être à l'initiative des comportements citoyens qui vont faire en sorte qu'ils inspirent la confiance. C'est la confiance inspirée là qui va amener la mobilisation des citoyens derrière les forces de défense. M. Nakanabo, ça va être le mot de la fin. Merci. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Madame, Monsieur, l'invité ce soir est bien Monsieur Sagado Nakanabo, enseignant à la retraite, secrétaire exécutif du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption. Merci à vous qui nous avez suivis et à dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.